Une fois de plus, bonjour et bienvenue à Géopolitique Internationale. Nos invités sont en place et bien sûr Fabrice Béor est parmi eux. Bonjour Fabrice. Fabrice Béor, bonjour, vous m'écoutez? Oui, bonjour. Voilà, Bonjour, bonjour Bachir. voilà, votre micro il était coupé. Merci d'être avec nous Fabrice ce dimanche comme tous les autres d'ailleurs pour parler de la géopolitique internationale et avec vous Gamal Abina qui est également là. Bonjour Gamal. Bonjour, mais merci pour l'invitation encore une fois. Et bien sûr Luc Michel, notre géopoliticien. Luc, bonjour. Bonjour Bachir, bonjour à ton équipe et bonjour à nos téléspectateurs. Ils sont nombreux à attendre notre rendez-vous géopolitique chaque semaine. Très nombreux d'ailleurs, Luc, comme vous l'avez très bien souligné. Et bien sûr, nous serons rejoints par notre cher Tarek Mami, certainement au cours de l'émission. Et pendant ce temps, ouvrons donc la thématique avec, bien sûr, Luc Michel. Luc, on parle ici de Emmanuel Macron qui devait se rendre à Bamako, rencontrer le colonel Assimi Goïta et par la suite célébrer Noël avec les troupes françaises sur place. Finalement, décision, je vais dire, visite annulée et on brandit ici la question de Covid-19. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Sinon, quelle est votre lecture de la situation? Écoutez, Libération à Paris, qui est le journal principal des réseaux de Georges Soros, s'est moqué de Macron. Il a dit que c'était un prétexte, que la réalité, évidemment, c'était le rendez-vous manqué avec Assimi Goïta. Macron, évidemment, se fait encenser comme Jupiter, mais Jupiter est tombé de l'Olympe. Ce qui est en train d'être changé, c'est le rapport de force dans toute l'Afrique. Pas seulement celui de Macron, mais également celui des Américains. Et c'est d'ailleurs un seul sujet avec les sanctions contre Wagner. Il faut comprendre ce qu'est l'Union européenne, ce qu'est la France. C'est-à-dire que ce sont les domestiques, ce sont les vassaux de l'Empire américain. L'Union européenne, c'est un géant économique. Si vous mettez les 27 économies de l'Union européenne, il n'y a pas photo. Les premières et deuxièmes économies, ce ne sont pas les Américains ou les Chinois, c'est l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est un nain géopolitique depuis que dans le traité de Maastricht, elle a confié sa défense à l'OTAN. Elle a dit que l'OTAN était responsable de la sécurité de l'Union européenne. C'est donc un nain géopolitique et depuis, l'Union européenne, c'est un projet géopolitique mordé. Il n'y a plus personne qui y croit. C'est le bras armé de l'OTAN. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un modèle alternatif. Il y a deux Europes qui s'opposent. Il y a celle de Bruxelles, qu'on appelle la petite Europe croupion, et qui est en état de mort permanente. Et il y a la deuxième Europe, c'est celle de Moscou, ce qu'on appelle la grande Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne, qui est développée sur un modèle que nous avions théorisé, non pas à Moscou, mais à Bruxelles, au début des années 1980. Ce modèle-là, c'est une réussite. C'est une réussite, c'est un empire économique, c'est un empire géopolitique, c'est la véritable Europe indépendante. En Afrique, cette Europe, elle est purement et simplement au service des États-Unis et le rapport de force s'est opposé. On a tenté les sanctions contre Wagner. Il faut quand même constater quelque chose, c'est que ce 15 septembre, parallèlement aux sanctions de l'Union européenne, ça a été la voix de son maître, c'est-à-dire que les véritables donneurs d'ordre, c'est le State Department, a produit une longue note de plusieurs pages sur les sanctions et les sanctions contre Wagner. Tout cela n'a rien donné. C'est une impuissance de la France, de l'Europe et des États-Unis. Wagner va s'installer en Afrique. Et dans le cas de la Centrafrique et du Mali, il a fait fuir les Américains. C'est cela la réalité. Le changement du rapport de force, il est complet et absolu. D'un côté, il y a un axe Alger, Bamako, Moscou, et également Bangui, Moscou. De l'autre côté, il y a ces pays de l'OTAN et ces États-Unis qui tentent désespérément de garder leur emprise néocoloniale sur le continent, ce qui marche de moins en moins.
Rapport de force, c'est ce que nous dit Luc Michel. Gamal Abina, quelle est votre lecture de cette situation? Là, Emmanuel Macron qui annule tout simplement sa visite du côté du Mali. Ça rappelle un petit peu le même type de visite qui avait été proposé par le gouvernement Macron ils ont envoyé Le Drian, je crois, ou à Castex, je crois que c'est un des deux, sur Alger, et que ça a été annulé à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'il y a des tensions fortes entre les deux pays, hein, je parle de l'Algérie et de la France, et qu'on retrouve ce même type de tension évidemment au Mali. Alors évidemment, quand on démarre une relation et qu'on arrive avec on démarre avec déjà un présupposé, vous êtes un dictateur, la démocratie n'est pas respectée, on est très insultant. Il est difficile de rétablir le lien diplomatique puisque déjà les termes utilisés sont extrêmement véhéments et bien sûr pas du tout respectant pas du tout les règles de diplomatie internationale. Et à côté de ça, j'ai envie de dire que pour les mêmes raisons qu'on avait trouvées à Alger, à savoir le Covid, on trouve toujours des raisons fantaisistes. Hein. C'est le même genre de prétexte invoqué pour essayer de sauver la face. Mais en vérité, aujourd'hui, ce qui se passe actuellement au Mali est un virage extraordinaire qu'on peut observer qui met littéralement en panique la France. Le Mali, c'est quand même au centre quasiment de la région de l'ex-colonie française, hein, c'est pas rien. Le Mali, c'est un très grand pays, très riche, peu exploité, malheureusement les richesses sont sous-exploitées. Et le Mali est un pivot géopolitique, parce qu'il est vraiment quasiment, quand je dis au centre d'une région très importante, c'est au centre quasiment du Sahel. Il touche la partie nord-africaine, il touche la partie subsaharienne. C'est vraiment une sorte de vrai pivot. Et le modèle politique qui est en train de se présenter au Mali est un modèle qui est aussi un vrai choc pour la France, puisqu'après avoir perdu son influence importante sur la région de l'Afrique centrale, je parle évidemment de la République centrafricaine qui a plus ou moins basculé du côté de Moscou, les Français se rendent compte que les Russes commencent, avec les Chinois évidemment et surtout les Russes, commencent à se positionner dans la région. Donc ces deux grands précarés de l'ex-empire colonial français sont fragilisés et c'est la raison pour laquelle, en dépit du fait que Macron a une détestation évidente du pouvoir installé à Assimi Goïta au Mali, il a tenté une avancée. Je pense que la fin de non-recevoir ne vient pas des Français, puisque c'est eux qui ont tendu la perche. Elle vient plutôt des Maliens, qui ont certainement, en sous-jacent, certainement discuté avec certainement les officiels français. Ça n'a pas dû s'entendre sur les termes du débat. On savait que le responsable du Mali, le dirigeant du Mali, avait proposé une rencontre qui ne durerait qu'une heure, donc il a posé quand même les termes du débat, et que finalement, ça s'est certainement dégradé, je pense, et puis le rapport géopolitique s'est installé, les Russes équipent de plus en plus l'armée, proposent la formation avec ses fameux coopérants, et on nous sort le fameux hydre de Wagner, qui serait cette espèce de monstre un petit peu impalpable, qu'on a du mal à définir les contours. Alors Wagner, évidemment, est un nom extrêmement connoté, puisque c'est un compositeur allemand qui était adoré par Hitler, et on met ça en Russie. Bon, ça moi ça me fait rire. J'ai pas vraiment réussi à croire qu'un Russe soit suffisamment bête pour aller prendre le nom d'un compositeur allemand, alors qu'ils ont chez eux-mêmes de grandes figures, qu'elles soient culturelles ou musicales, qui auraient pu être Tchaïkovski, pour prendre une caricature, qui aurait pu être le groupe qu'on appelle Wagner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la France est en difficulté dans son précaré, qu'elle sent que le glissement se va se faire et que si le Mali bascule du côté de Moscou, donc cette nouvelle guerre froide qui s'installe, eh bien, ils perdront toute la région. Parce que si Moscou soutient les dirigeants du Mali, ils vont rapporter la paix civile qui n'a jamais été apportée par l'opération Barkhane des Français, et surtout, ils vont renforcer les liens économiques et politiques entre ces deux structures qui vont faire tache d'huile dans la région. Parce que si l'exemple moscovite fonctionne au Mali, fonctionne en Centrafrique et fonctionne après certainement en Éthiopie, ça fera vraiment un axe considérable de pays subsahariens qui vont être en rupture dans l'empire colonial. Donc oui, je pense que la rupture est faite du côté du Mali. Je pense que les Français sont sont en grande difficulté. Ils savent plus comment les aborder. Et puis ils sentent bien que si les Maliens s'autorisent à dire aujourd'hui on ne vous parle pas, c'est qu'ils ont un soutien très conséquent de la part du bloc de l'Est. De notre cher Gamal Abina, Fabrice Béor. Fabrice, la présidence. Alors là, il faut noter, si l'on s'en tient à ce qu'ont dit vos prédécesseurs, Covid-19, c'était juste un prétexte. Mais la présidence avait quand même souligné que l'organisation de cette rencontre était difficile. Emmanuel Macron voulait qu'il participe également les présidents en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, et bien sûr le président du G5 Sahel, Mohamed Idriss Déby Itno. Un format, il faut le rappeler, que avait rejeté les autorités maliennes qui souhaitent
un entretien bilatéral. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. C'est l'annulation, disent-ils, d'Emmanuel Macron de son voyage au Mali avec ce prétexte du Covid est assez risible. C'est simplement, en fait, d'abord, de par la politique de chantage qu'a fait Paris lorsque il a vu que son protégé avait été déposé et que le nouveau président, aujourd'hui en exercice, cherchait effectivement des alliances alternatives géopolitiques dans le cadre de l'axe qui a déjà été déterminé. Bonsoir Tarek. De l'axe qui a été déterminé, à savoir Moscou et la Russie, l'Eurasie et l'Afrique plutôt. Aujourd'hui, ils ont essayé, Macron a essayé de revenir sur le devant de la scène, mais toujours avec la même attitude, le même comportement, à savoir en imposant le cadre de sa venue, puisqu'évidemment Jupiter, on doit déplier le drapeau rouge pour Jupiter. Sauf qu'il a oublié une chose, après avoir été insulté, évidemment, le nouveau pouvoir à Bamako, lui a fait simplement comprendre qu'ils, s'ils sont arrivés au pouvoir, c'était justement pour établir la souveraineté de l'État malien, afin de régler les problèmes d'abord de sécurité. Et donc, devant le refus du cadre que voulait imposer Macron, en fait, pour mettre en accusation le président Goïta, eh ben, il n'a pas pu avoir le cadre théâtral qui était cousu par ces diplomates et par tous les différents réseaux de la France-Afrique. Et ce pourquoi, puisque la CEDEAO, qu'est-ce que c'est qu'à part une extension de la France-Afrique, et ce pourquoi, donc, il y a eu officiellement cette annulation pour le Covid. En fait, c'est une humiliation supplémentaire, une défaite supplémentaire et une marque supplémentaire, comme ça a été indiqué précédemment, que le pouvoir à Bamako, aujourd'hui, et les relations qu'il a avec Moscou, d'un point de vue géopolitique, sont certainement plus forts qu'on veut bien le croire, et que nous sommes certainement au début d'une même politique, tout du moins d'un même scénario qui a pu se dérouler en Centrafrique, c'est-à-dire l'intervention ou l'aide, le soutien par la fourniture d'armes, principalement les hélicoptères. Pensez bien que c'est assez important, surtout dans ces régions, et que le but sera également le même. C'est d'ailleurs la raison pourquoi ils sont arrivés au pouvoir, c'est de résoudre un problème que Barkhane n'a pas du tout, enfin que l'armée française n'a pas du tout réussi. Remarquez quand même une chose, c'est quand même assez amusant, comme ça l'a été indiqué, c'est qu'aujourd'hui la France panique, les réseaux france-africains paniquent, et ils paniquent pour deux raisons. La première, ils ne s'attendaient pas à une réaction de la Russie d'un point de vue international par rapport à la politique qu'ils font contre elle en Europe. Le containment, l'avancement de l'OTAN, les provocations diverses et variées. La Russie a toujours répondu qu'ils répondrait d'une manière asymétrique. C'est ce qu'ils font actuellement, et ils le font évidemment dans leur intérêt géopolitique, et ils le font également parce qu'ils ont besoin d'alliés au sein de l'Assemblée générale de l'ONU et les pays africains, effectivement, et de par la politique ancienne du bloc soviétique, ça ne peut laisser évidemment que des bons souvenirs et des relations qu'il faut retisser. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc nous avons aujourd'hui ce retour de la Russie en Afrique, et le niveau, et ça c'est une chance, le niveau médiocre de mépris et d'estime de soi un peu trop surestimée de cette petite élite occidentale qui n'a toujours pas compris. Je pense qu'ils n'ont toujours pas compris. Enfin, ils paniquent, mais ils n'ont toujours pas compris, parce qu'ils n'ont pas. S'ils avaient compris, ils auraient redéfini finalement le cadre de leur intervention avec l'Afrique. Alors, c'est simplement la tactique qui change, mais pas la stratégie. C'est pas du tout même la philosophie des relations que la France pourrait toujours avoir avec l'Afrique. Mais l'Afrique de papa, l'Afrique coloniale, l'Afrique post-coloniale, la France-Afrique, c'est en voie en tout cas pour la France-Afrique, même si elle est toujours présente, on assiste au début de sa petite mort. Et c'est en cela que nos amis parisiens se sont perturbés et ne savent pas comment agir. Et là, vous avez, mais c'est le deuxième sujet,
vous avez toutes les sanctions contre le pseudo-groupe Wagner et autres. On voit bien qu'aujourd'hui, le bloc occidental, et en particulier dans le cas précis la France, ne sait pas comment agir. Chantage. Après, ils pensent faire de la diplomatie, alors qu'en fait, c'est simplement une imposition. Ils n'ont toujours pas compris. Voilà, je vais conclure dessus. Je le répète, mais c'est important. Ils n'ont toujours pas compris qu'il y avait aujourd'hui des élites, des masses africaines, mais aussi des élites africaines qui veulent passer à autre chose et véritablement reprendre les mains du contrôle de leur pays. C'est simplement, ils veulent simplement retrouver la maîtrise de leur destin, et c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est dans les chartes des Nations Unies. Donc, lorsqu'on entend parler de la communauté internationale, de la bouche de Paris ou de Washington, le droit international se trouve plutôt dans l'exercice, dans la diplomatie russe, dans l'action russe en Afrique. Et puis, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est quelque chose qui est inaliénable. Et aujourd'hui, il serait temps qu'en Afrique, ça puisse devenir une réalité. En tout cas, dans certains pays, il y a des élites aujourd'hui qui y travaillent. Malheureusement pour notre ami Macron, eh ben, ça tombe sur lui, et c'est aujourd'hui. Il va falloir qu'il s'y habitue parce que ce n'est que le début, à mon avis, d'une longue série de dominos dont je me félicite et dont j'attends avec impatience le développement. Avec impatience, hein, Fabrice Béor, et nous sommes rejoints par Tarek Mami. Tarek, bonjour. Merci de nous rejoindre au moment où nous parlons justement de ce premier sujet. Quelle est votre lecture de cette annulation de la visite d'Emmanuel Macron à Bamako? Alors, en tout cas, l'Élysée a brandi la raison Covid-19. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons en dessous de 4? Alors, bonjour, merci pour cette nouvelle invitation dominicale. À mes collègues du jour sur vos écrans et pour vos auditeurs. Je ne veux pas faire ce qu'on dit dans le langage juridique de la réitération. Mes collègues ont dit l'essentiel. Donc, de mon côté, je rajouterai que nous sommes aujourd'hui dans le monde, et non pas en France ou en Afrique, mais dans le monde, dans un moment de changement de géostratégie. Alors, en général, ces moments sont très difficiles pour ceux qui dominent le moment et plus simple, j'allais dire, pour ceux qui veulent rentrer sur le damier, parce que ceux qui dominent le damier ont tout, et toute pièce du damier perdu est un moins, mais pour le rentrant, lui, il n'a rien sur le damier, donc qu'il en prenne 1 ou 10 ou 20 sur les 100, c'est toujours ça de prix. Nous sommes dans un moment de changement de géostratégie entre la France et ses anciennes colonies, entre l'Occident en général, l'Afrique en particulier, et les choix de partenaires avec lesquels l'Afrique va travailler, qui rappellent, pour ce dont nous en avons déjà parlé ici il y a quelques semaines, la période de 1956, quand il y a eu l'émergence en termes de géostratégie de changement de l'Union soviétique de l'époque et des États-Unis, qui avaient évincé du Moyen-Orient et du monde les deux anciens empires coloniaux qui étaient la Grande-Bretagne et la France. Et quand la Grande-Bretagne et la France et Israël ont attaqué l'Égypte, parce que le président Nasser à l'époque avait nationalisé le canal de Suez, il pensait être encore les maîtres du monde et décider tout seul de ce qu'il voulait, et les deux nouveaux empires, l'Union soviétique et les États-Unis, les ont sommés de partir, et ça s'est arrêté, comme ça a commencé, ça veut dire très vite. Nous sommes dans le même moment, et nous sommes dans le même moment de changement de géostratégie, avec donc une Chine dont on parle moins parce qu'elle utilise un autre power pour rentrer en Afrique, plutôt l'économie, plutôt un autre chemin, et la Russie qui redevient, je dirais pas aujourd'hui impérial, mais un État assez fort pour perturber les jeux des autres, c'est-à-dire l'Europe
et les États-Unis et la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne a toujours une situation particulière. D'ailleurs, l'information pour vos auditeurs, je ne sais pas ils ont pu la suivre dans vos journaux hier, mais monsieur négociation Brexit, c'est-à-dire sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, a démissionné hier du gouvernement. C'est dire aussi cette crise qui frappe à l'Europe et qui va frapper la France, puisque la France est l'un des pays les plus concernés, notamment en matière d'agriculture et de pêche et d'immigration clandestine, avec l'Angleterre. Je reviens donc, si vous permettez, à notre sujet du jour. Ce changement de géostratégie met la France et son président, qui est dans une situation particulière. Nous sommes à 3 mois d'une élection présidentielle et toute critique ou toute faute commise ou toute analyse que les citoyens prendraient pour un acte de faiblesse peut l'affaiblir dans le sondage et pour donc diminuer ses chances d'être réélu. D'ailleurs, il était tout heureux d'avoir la présidence de l'Europe pour montrer qu'il était un grand président pour défendre la France et l'Europe. Et là, cette affaire malienne vient perturber les jeux. Alors, pour revenir strictement sur la manière malienne, quand on fait de la politique, gouverner, c'est prévoir, disait l'IOT pour le Maroc, c'est-à-dire que quand on est à 1 an des élections et qu'il y a une crise comme il y a eu au Mali, changement de régime, coup d'État, on l'appelle comme on veut, on doit se projeter quelle relation on va avoir avec ce pays pour aujourd'hui et pour demain. Mais à partir du moment où on prend des positions fortes contre quelqu'un, venir après pour jouer copain-copain, ça ne marche pas. Ça se complique encore plus parce que la France et le président Macron, s'est tiré une balle tout seul dans l'histoire de l'Algérie début juin, en disant des choses sur l'histoire de l'Algérie. Vrai ou faux, c'est pas grave, c'est pas l'important. Mais quand on dit des choses et que la personne de l'autre côté ressent ces choses comme une insulte ou comme une gaffe diplomatique, d'ailleurs l'ambassadeur d'Algérie a été rappelé à Alger par Alger et devrait revenir. Donc un pays comme l'Algérie, dans ses rapports particuliers avec la France, décide politiquement de ne pas avoir un ambassadeur à Paris pendant 4 ou 5 mois, c'est très important. Donc, pour moi, et pour résumer cette situation que mes collègues ont développée sur d'autres facettes, on est à un moment de changement de géostratégie à l'international entre la France et l'ancienne France-Afrique. Et le président ne pouvait pas dire, voilà, j'ai appelé le président de transition au Mali, il a refusé les conditions que je lui propose, donc je n'y vais pas. Donc, aujourd'hui, le Covid a beau dos, et chaque fois qu'il y a un problème, c'est le Covid qui cache. Je vous rappelle que très exactement, c'était en Algérie que le Premier ministre français devait aller, et pareil, les conditions n'étaient pas, et c'était même avant la crise actuelle, les deux parties ne se sont pas entendues, donc annulées. Dernière chose, contrairement à ce qui se passe donc en Afrique, regardez le voyage du président algérien en Tunisie, et c'est le président algérien qui, en plein dîner, casse la baraque en disant « Je remercie les Tunisiens parce qu'ils ont eux-mêmes cassé leur protocole pour me recevoir, et je n'ai pas été reçu comme un président de la République d'un pays étranger qui vient dans le cadre d'une visite officielle avec tout ce qu'il faut. J'ai été accueilli parce que je suis chez moi et on a cassé tout le protocole et j'ai fait ce que j'avais à faire, ils ont fait. » Donc, si vous voulez, ou vous êtes dans un moment de compréhension entre les peuples, ou vous êtes, ce qui n'est pas le cas entre donc, la France et le Mali, ou vous êtes dans le cadre de la domination d'une partie sur une autre, ce qui était le cas de la France pour l'ensemble de l'Afrique anciennement colonisée, ou vous devez trouver votre chemin pour construire, j'allais dire, un nouveau chemin pour défendre vos intérêts, mais respecter les intérêts des autres. Et pour les auditeurs du dimanche, je vais leur suggérer, comme d'habitude, d'aller acheter le livre en langue française de Ibn Khaldoun, IBN Khaldoun, Ibn Khaldoun, vous le rappellerez, j'en suis sûr, de temps en temps, qui explique un petit peu, même si c'était au XIVe siècle, cette histoire de cycle de pouvoir, ce cycle d'empire,
où on est comme un être humain, on grandit, on vieillit, on disparaît. Et la France, elle est dans cette étape de vieillir avant de disparaître en termes de domination de cette Afrique qu'elle a colonisée. Histoire des Berbères, c'est bien ça, Tarek Mami? Oui, Très bien. ça c'est le sous-titre. Très Mais le titre qu'il faut chercher, c'est Ibn Khaldoun, prolégomène, c'est-à-dire l'introduction à la science de l'histoire, puisque c'est Ibn Khaldoun qui a créé cette science. Merci en tout cas et vous nous gâtez avec tous ces ouvrages. Merci infiniment. Luc Michel, je reviens à vous. Alors, Tarek Mami parlait d'un changement de géostratégie internationale. Mais pourquoi Paris ne semble pas prendre conscience de ce changement, justement? Parce que, justement, le livre, le dernier histoire de la France-Afrique, elle est sortie le jour du sommet de Montpellier. Le trait très significatif, c'est l'Empire qui ne voulait pas mourir. Depuis 60 ans, avec De Gaulle et Foccart, ils ont réussi une OPA sur l'histoire. Ils ont réussi à suspendre l'histoire, à voler la décolonisation. Et Paris ne se résout pas à constater qu'on n'est plus en 1960 ou même en 1980 ou en 2000. On est en 2021 dans un autre cycle géopolitique. Voilà ce qui se passe. Les Français, j'ajoute quelque chose. Vous savez, il y avait un livre fameux. Allez, Luc. Excusez-moi, il y avait un livre fameux d'Antoine Glaser. C'était Arrogant comme un Français en Afrique. Oui. Ça explique tout, évidemment, le problème psychologique de la France qu'on retrouve actuellement chez tous les politiciens qui sont engagés dans la campagne présidentielle. J'écoutais hier Valérie Pécresse, par exemple. Elle nous sortait encore l'histoire de la France qui devait redevenir une grande puissance. C'est le cas de Mélenchon, c'est le cas de Zemmour, évidemment, c'est le cas de Macron, c'est le cas de tous les autres. Ils ne comprennent pas, Tarek Mami l'expliquait bien, c'est que la France était la grande puissance en Europe, mais c'était sous Louis XIV et sous Napoléon au XVIIIe siècle. Ça s'est arrêté un soir de Waterloo le 18 juin 1815 et ça s'est arrêté une deuxième fois lorsque la Wehrmacht de Hitler s'est emparée de la France en 4 semaines. Depuis, la France, c'est une puissance décadente qui joue encore sur ses nostalgies géopolitiques. Merci Luc. Gamal Abina, je reviens à vous, mais est-ce que Bamako n'aurait pas pu profiter de cette visite d'Emmanuel Macron pour pouvoir négocier la levée des sanctions économiques qui pèsent contre lui? Je vais prendre un exemple très concret pour illustrer mon propos. Oui. On vient de faire référence à pas mal de livres, donc si je vous invite à lire Voyage au bout de la nuit de Céline, Oui. parce que c'est un roman, évidemment, c'est un roman intéressant dans la mesure où on parle d'un homme qui était raciste, évidemment, mais pas plus que les autres, mais surtout qui a une description, lorsqu'il part en Afrique, des Africains, non pas comme des êtres humains, mais comme des espèces d'animaux, comme ça, parlant, pensant plus ou moins, mus par des instincts, et qui seraient incapables de se prendre en main. Ils les appellent les nègres, ils les voient comme des pauvres types. Et le sentiment général qu'on a aujourd'hui, malheureusement, c'est que la France a une perception africaine qui est un peu le principe du grand enfant. Il parle beaucoup de grands enfants, ce qui est assez ridicule, mais ce qui est très, très raciste, qui donne le sentiment que les Africains sont incapables de se projeter, de réfléchir, de construire des relations. Alors là, le choc est patent, puisque quand on part d'un postulat aussi ridicule et méprisant et condescendant en disant que ces peuples-là sont incapables de se mouvoir par eux-mêmes, eh bien, on se rend compte que deux choses interviennent. Et Luc Michel a rappelé, c'est intéressant, que la France, et je le rappelle régulièrement, depuis 200 ans, 220 ans pour être précis, perd toutes ses guerres. Elle n'a jamais gagné une guerre depuis les guerres napoléoniennes. Depuis qu'elle a perdu Waterloo, c'est des successions de défaites. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, la psychologie française, qui se voit encore grande par Napoléon, dont tous ses généraux décorent les rues et les boulevards parisiens, donne le sentiment que c'est un pays qui est dans une perspective où il se dit je veux exister par mon rayonnement culturel, mais enfin, ça ne laisse plus grand-chose, par mon rayonnement industriel, mais ils sont largement concurrencés, et par mon influence internationale et impériale, puisque c'est l'empire africain dont on parle. Et lorsqu'ils essaient de tendre la main à l'Afrique et aux dirigeants goïtas, ils le font de la façon la pire, ils le font de façon condescendante. C'est-à-dire que d'abord, ils l'insultent, ils critiquent le fait que ce soit un coup d'État et qu'ils ne respectent pas
les termes du débat démocratique, comme si la démocratie était une fin en soi. Et puis ensuite, ils essaient de, en perdant la main, en se rendant bien compte que les Russes ont rempli rapidement le vide, ils essaient de revenir. Alors, les sanctions économiques françaises me font rire dans la mesure où, d'abord, c'est un pays extrêmement pauvre, et puis ça ne fera pas beaucoup de différence en vérité. S'il y a un partenaire autre qui intervient à la place de la France, la compensation est immédiate. Et puis un pays qui est fragilisé comme la France économiquement veut sanctionner un autre pays, bon, c'est ce que ça signifie. Mais c'est vrai que la tentative de recréer du lien artificiel, parce que ce lien serait purement artificiel vu les noms d'oiseaux qui se sont échangés, cette tentative me paraît hautement fantaisiste et pas très sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Le déclin d'un empire. L'empire français a décliné avec les premières guerres contre la Prusse. Elle a continué, cet empire a continué à décliner ensuite avec la chute de Napoléon, puis elle a poursuivi son déclin avec la perte de l'Alsace et la Lorraine, donc de son territoire. Puis elle a poursuivi son déclin avec la perte de la guerre contre l'Allemagne en 14-18. C'est pas les Français qui gagnent, évidemment, ce sont encore les Anglo-Américains et les Canadiens. Puis elle poursuit son déclin avec ses 4 ou 6 semaines de campagne de la Wehrmacht en 40, où à nouveau elle se fait humilier. Et puis 15 ans plus tard, le démarrage de la guerre d'Algérie, après qu'elle ait perdu l'Indochine, qui continue à marquer un déclin militaire. Donc la France comprend bien que la politique de la canonnière n'est plus à l'ordre du jour, on n'a pas les moyens. Et il lui reste quoi? Il lui reste son influence politique et le porte-monnaie. Alors le porte-monnaie, c'est quoi? C'est le franc CFA. Cette monnaie de singe qui est imprimée pour contrôler la région. Alors ils vont transformer le franc CFA dans un autre nom, mais ça reste le même principe. Et l'autre politique, c'est celle des sanctions économiques. Sauf que le géant économique qui était la France, et ça l'a été puisqu'il y avait un empire, n'a plus les moyens de ses prétentions. Donc aujourd'hui, le bras de fer lui est pas favorable. Et au lieu de revenir sur un terrain de raison et de se dire que finalement le partenaire qui est en face d'elle, en l'occurrence, je parle des subsahariens puis de l'Afrique en général, est un partenaire qui devient solide, qui va se renforcer, qui ne fera que se renforcer et qui a le choix aujourd'hui du multilatéralisme, donc le choix de ses partenaires économique et militaire, eh bien, au lieu de se dire que ce pays va commencer à se développer, qu'il faut travailler de concert avec lui en respectant les principes de ce pays, en ne donnant pas de leçons, parce qu'il y a toujours cette arrogance française qu'on a toujours connue, hein, c'est pas d'hier, eh bien non, il reste sur le même paradigme. On continue à fonctionner avec les vieux principes des réseaux Focard, de la France-Afrique, et de ce rapport néocolonialiste qui avait été dénoncé par Boumedienne. Et donc, néocolonialisme économique, je précise. L'économie ne faisant pas tout, ce qu'il doit entrer en considération aujourd'hui, c'est la dignité. Et j'ai déjà dit plus d'une fois, l'Occident, au sens large du terme, a perdu le sens du mot honneur. C'est-à-dire que la parole donnée n'existe pas, la signature d'un contrat n'est pas respectée, on l'a vu avec les États-Unis et puis l'Iran, et surtout, l'honneur, c'est de regarder quelqu'un en face et d'être honnête avec lui, de lui parler sincèrement et d'arrêter de se moquer de lui en le prenant pour un imbécile. Donc c'est vrai que, quelles que soient les manœuvres que Paris pourrait faire par rapport au Mali, ce rapport condescendant existe, c'est vrai, mais là, il vient de se prendre une véritable humiliation parce qu'effectivement, l'annulation, pour des on entendra bientôt, de ce voyage est un rapport très difficile pour les Français parce que la grande puissance française, l'arrogance française, qui va être mis en difficulté par le petit Malien, ça ne passera pas. Donc, ce qui est rassurant de l'autre côté, c'est que le Mali, s'il est capable de faire cela, c'est qu'il a des alliés qui commencent à se nouer de façon très solide. Et surtout, et je le répète tout le temps pour tous les Africains, au sens large, un pays n'est viable que s'il a une armée forte et des alliances fortes. S'il n'a pas cela, il ne se développera jamais. C'est triste à dire, mais c'est vrai que dépenser beaucoup d'argent pour le militaire, ça a un sens sécuritaire qui permet de garantir après le développement économique. Les Maliens l'ont compris, c'est pourquoi ils ont installé un pouvoir fort, l'armée au pouvoir. Et ce que les Français oublient de rappeler, c'est ce que je vais conclure là-dessus, ils oublient de rappeler une chose, c'est que s'il y avait eu un choc au niveau de la population, s'ils avaient détesté, comme ça a été le cas en Égypte, le pouvoir militaire, il y aurait des manifestations tous les jours et des morts. Ça n'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, le sentiment général des Maliens, c'est qu'ils sont sauvés par leur armée parce que la dignité est de retour. Et le sens du mot dignité, encore une fois, est absent du vocabulaire occidental qui ne fonctionne que par l'argent et par l'impérialisme. Et là, effectivement, ils se prennent une leçon de choses. Moi, j'apprécie de là où je suis, de constater qu'effectivement, les Maliens ont relevé la tête et regardent comme Sankara l'avait fait face à Baudouin, la France dans les yeux lui dit non, vous ne venez pas aujourd'hui. Merci, donc, Gamal. Eh bien, vous envoyez, vous également, nos téléspectateurs à aller lire Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. C'est bien ça l'ouvrage. Absolument. Eh bien, Luc Michel nous a conseillé ce livre de 25 auteurs, L'Empire qui ne voulait pas mourir. C'est une histoire de la France-Afrique.
dont le porte-parole est Thomas Borrell. Et pendant ce temps, Ibn Khaldoum aussi est à lire. Alors, Fabrice Béor, j'en viens à vous à présent. Est-ce que cette annulation du voyage d'Emmanuel Macron pourrait avoir d'autres conséquences supplémentaires sur le Mali, je vais dire sur le théâtre des opérations ou même sur le plan diplomatique? Face à la claque que Macron a reçue, vu qu'il est de notoriété publique, que c'est quelqu'un qui est très rancunier, puisqu'il a une opinion assez particulière, c'est un narcissique, évidemment qu'il va y avoir des répercussions. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus que les sanctions qu'ils ont déjà imposées? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire plus que de retirer les soldats qui sont en train d'être retirés? Il n'y a rien en fait. La France ne maîtrise plus l'agenda sur place. Ils ont eux-mêmes créé la situation d'ailleurs. S'ils avaient résolu la question dite sécuritaire, dont ils sont à l'origine, puisque je rappellerai que c'est suite à la destruction de la Jamaria arabe libyenne qu'ils ont produit ce déversement d'hommes et surtout de matériel de guerre, et pas petit, dans la région, et qui a apporté, entre autres, pour le Mali en particulier, cette situation qu'aujourd'hui le gouvernement actuel hérite, et qui est ce pourquoi ils sont arrivés au pouvoir, c'est justement pour reprendre la main. Donc, depuis, ils n'ont pas réussi, soit parce qu'ils ne le veulent pas, soit parce qu'ils en sont incapables. À mon avis, c'est certainement un mélange des deux. Il n'y a jamais une seule raison à une cause. En tout cas, peu importe, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise, qu'ils ont cru pouvoir toujours tenir la barre au Mali. Ils l'ont perdu. Les interstices qu'ils ont laissés avec leur chantage en disant « je m'en vais », les Russes s'y sont immiscés. Et aujourd'hui, ils sont coincés à leur propre jeu. Fabrice, une relance peut-être avec la question d'un de nos téléspectateurs, c'est dans la logique de ce que vous êtes en train de dire. Alors, il nous demande, alors, comme conséquence, est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver avec une montée en puissance des attaques terroristes dans le nord du Mali, si l'on s'en tient bien sûr à ce que disait le Premier ministre Choguel Maïga, qui nous faisait savoir que la France a entretenu et soutenu les terroristes dans le Sahel? Est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver avec d'autres conséquences, c'est-à-dire de nombreuses attaques qui vont se multiplier dans la région? C'est l'appel qui avait été indiqué par les autorités maliennes, que ce départ précipité et non coordonné des militaires français dans la région ouvrirait effectivement la voie aux groupes terroristes. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans la région pour combattre le terrorisme qu'ils ont nourri par leur agression et la destruction de la Jamaria. Je le rappellerai toujours, qui a fait, selon leurs propres chiffres, plus de 100 000 morts sur une population de 5 millions. Faites le ratio et vous allez voir le nom, mais ça, c'est pas grave. On n'en parle pas, c'est la grande liberté, vous savez, le grand discours de BHL et compagnie habituel. Bon, on en reviendra peut-être, mais puisque quand on va parler le prochain sujet, je pense je vais aborder ce charmant personnage aussi. Mais en tout cas, la situation, c'est qu'aujourd'hui, oui, en partant de cette façon-là, comme un petit garçon qu'on a rabroué, va certainement offrir des possibilités au groupe terroriste de pouvoir reprendre main. Mais à ce moment-là, s'ils ne veulent plus s'occuper de cela, ils devraient le faire en bonne intelligence avec le gouvernement malien, avec l'armée malienne et avec les nouveaux partenaires du gouvernement malien. Mais bien évidemment, ils ne le feront pas. Ils pratiqueront la politique de la terre brûlée. En cela, ils démontrent deux choses. À l'Afrique, que ce n'est pas un partenaire sérieux et qu'il n'y a toujours pas de volonté de réinitialiser les rapports entre la France et ses anciennes colonies. Tout du moins, les élites ne sont pas prêtes à ça, celles qui sont au pouvoir, puisqu'il y en a certaines, à mon avis, plus intelligentes qui ont compris qu'il fallait passer à autre chose, mais elles ne sont pas au pouvoir, celles-ci. Et puis la deuxième chose, c'est une insulte également à l'armée française, aux soldats qui sont morts là-bas pour soi-disant défendre l'Afrique et la France par intermédiaire du terrorisme, c'est-à-dire qu'ils sont morts pour rien, puisque aujourd'hui, ils vont quitter le terrain en laissant la possibilité, effectivement, au groupe terroriste de pouvoir temporairement reprendre le pouvoir dans certaines localités.
c'est la démonstration parfaite, pour conclure, c'est la démonstration parfaite de l'ignominie d'une bête qui gémit encore lorsqu'elle est en train de mourir et qui fait toujours des sales coups. Il est plus facile d'être, pour faire très simplifié, même naïf, mais il est plus facile de se vautrer dans la méchanceté que dans la bonté. Il est plus facile de faire une politique de terre brûlée que de reconnaître ses erreurs, de reconnaître la situation précédente doit changer et donc d'arriver à une certaine critique de soi. Je parle de la France-Afrique et de ce qui peut rester des lambeaux de l'impérialisme français. Mais ça, aujourd'hui, on est toujours dans le cadre occidental qui reste accroché à à ces vieux lambeaux, comme d'ailleurs avec son idéologie de la guerre froide. Ils n'ont toujours pas compris qu'on était passé à un autre stade de la recomposition géopolitique mondiale. Mais ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Ce sont effectivement encore les quelques scories de cet ancien rapport de domination, mais c'est vraiment toujours les derniers moments qui sont qui peuvent être les plus dangereux, mais ils vont être c'est vraiment le passage obligé pour que la nouvelle alliance que font beaucoup de pays africains, que vont faire, j'espère, beaucoup de pays africains demain avec le bloc entre l'Afrique et le bloc eurasien, c'est celui-ci qui va permettre aux pays africains de retrouver tout, ou j'espère, tout ou partie, comme on dit, de leur souveraineté, puisque comme ça a été rappelé, aujourd'hui on est dans une question sécuritaire, mais c'est la base, la question sécuritaire, pour retrouver sa souveraineté. La souveraineté permet d'utiliser ses ressources, et ces ressources, pourquoi? Pour le développement économique et pour son peuple. Et la France, qui aujourd'hui, dans l'élection présidentielle, a comme sujet central l'immigration, si tant est qu'elle voudrait effectivement limiter cette immigration, peut-être faudrait-il qu'elle réfléchisse sur le pourquoi de cette immigration. Et le pourquoi, c'est certainement en grande partie son attitude vis-à-vis de ces anciennes colonies qui ne leur permettent pas de se développer. Et quand on cherche à avoir une vie meilleure et qu'on n'a pas de perspective dans son pays, évidemment, on s'en va jamais avec la fleur au fusil, comme on dit, ou avec la gaieté de son pays. Donc, faudrait-il encore que les élites françaises soient un peu cohérentes. Mais la cohérence dans un monde occidental en décadence aujourd'hui, je crois que, avec ce qui se passe même en France, avec la coronafolie, je pense qu'on est dans une autre dimension. Donc, vraiment, je conclus. Oui, à la question de nos téléspectateurs, certainement, il y aura quelques moments plus que désagréables dans le Nord. Pour autant, je pense que vous imaginez bien, autant le gouvernement malien que son nouveau partenaire russe, voire même chinois, ne vont pas là-bas sans y avoir réfléchi. Vous voyez bien le résultat et ce qui s'est passé d'une manière crescendo en Centrafrique. Je pense que le Mali peut faire confiance à ses nouveaux partenaires et je pense que le Mali a fait le bon choix. Scénario, en tout cas, vous l'avez dit, hein, la bonne attitude peut-être aurait été de reconnaître ses erreurs, mais dans l'orgueil de la gouvernance française, il faut bien dire que reconnaître ses erreurs reviendrait finalement à un aveu d'échec. Tarek Mami, la parole est à vous à présent. Alors, Paris cherche toujours à dissuader le colonel Assimi Goïta de recourir aux paramilitaires russes, mais est-ce qu'il se fait tard de dissuader Assimi Goïta aujourd'hui? Vous savez, pour vos téléspectateurs, je vais prendre trois images, deux images connues, une moins connue, ou même quatre pour les Français et pour la France et pour le monde. La première image, c'est la défaite française à Dien Bien Phu, dont on parle beaucoup dans les livres, mais dont on n'apprend rien dans l'école française. Une défaite rapide, totale, et qui n'est pas enseignée. Ça veut dire que les jeunes n'intègrent pas que leur pays a été, l'est peut-être encore un peu, ne le sera pas demain. Donc, on ne connaît pas. On connaît un peu plus la perte de la guerre, même si c'est politique, en Algérie,
mais on la connaît pas, on la reconnaît pas comme une défaite, puisque pour l'Algérie, on parle d'événements et il a fallu attendre 30 ou 40 ans pour qu'un Premier ministre Jospin change le mot les événements en Algérie au mot guerre. Et surtout, il y a deux images qui parlent à n'importe quel citoyen aujourd'hui à travers le monde parce qu'elles ont été documentées par une vidéo à chaque fois de quelques secondes ou par une photo de quelques secondes qui explique la réalité. La première, c'est quand les Américains vont quitter le Vietnam avec cet hélicoptère, avec tous ces gens qui essaient de s'accrocher pour partir. Ça, pour les gens, c'est la défaite américaine à cet instant, à ce lieu, que les gens entérinent. Après, les Américains ou le colon en tirent la conséquence ou pas. Les Américains ont l'art de pouvoir réécrire l'histoire à travers le cinéma. Et donc, tous les premiers films sur la défaite américaine sur le Vietnam ont été des films de gloire, un peu comme Rambo en Afghanistan. Et après, petit à petit, d'autres films sont venus montrer les dégâts et l'échec et la perte de cette bataille. Et même si c'est pas, je ne sais pas si c'est enseigné dans des écoles américaines ou pas, dans le collectif ou dans le subconscient américain, les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. Admis, on passe à autre chose. Donc, il n'y a plus aucun candidat qui vient se présenter pour dire voilà ce qu'on va faire avec le Vietnam, comme fait aujourd'hui la France. Avec le Mali, j'essaye de tenir les deux bouts de raisonnement que je développe. La deuxième, c'est exactement la petite vidéo du départ des Américains, encore une fois, d'Afghanistan, qui sont venus jouer au cow-boy, qui ont tout fait pour donc faire expulser parce qu'on appelait à l'époque les Moudjahidoun, le Moudjahidoun étant le mot positif des mots jihad en arabe pour la lutte. Et donc, ils ont tout fait pour faire sortir l'Union soviétique, qui est sortie, et après ils sont venus pour montrer que eux, ils sont plus forts que les États-Unis. Ils sont restés 20 ans, ce qui n'était pas le cas des États-Unis, de l'Union soviétique. Et à la fin, en quelques secondes, dans une vidéo, on les voit partir, on voit les gens s'accrocher, on voit même un ou deux malheureux, une ou deux mauvaises personnes qui tombent de l'avion. Ce moment-là n'existe pas dans les relations entre la France et l'Afrique, la France et le Mali. Donc, cette image qui est une réalité du moment, qui devient le marqueur de la perte, de la défaite, et donc qui oblige ceux qui sont au pouvoir de réfléchir malgré eux, n'existe pas dans ces relations-là. Et ce moment-là, aujourd'hui, il n'est admis ni par la classe politique actuelle, ni parmi ceux qui prétendent arriver au pouvoir à la présidentielle en France, ni par la majorité de la population. J'espère qu'un jour, avec vous, chers collègues, Jérôme et d'autres, nous aurons le moyen de faire un micro-trottoir sur Paris et sur Bruxelles. On prend le premier venu, on lui dit, monsieur, Mali, France, Mali, qu'est-ce que ça vous dit? Et vous n'allez avoir aucune réponse. Parce qu'en plus, aujourd'hui, nous avons, nous, en France, nous, Français, j'ose le dire, nous avons un drame. C'est que nous avons installé ce qu'on appelle les télévisions d'information continue. Moi, je les appelle, quand je m'exprime sur notre radio, les télévisions de désinformation continue, voire les télévisions d'opinion continue. Et dans ces télévisions de désinformation et d'opinion, on ne parle que du sujet qui intéresse, j'allais dire, le patron de la chaîne ou les chroniqueurs autour de la table. Le mot Mali n'existe pas. Quand est-ce que vous entendez Mali sur ces télévisions-là? C'est quand il y a un soldat français qui est mort, ou quand il y avait Madame Sophie Petronin qui est rentrée ou qui est repartie. C'est pas de la politique. C'est pas de la pédagogie, personne n'en parle. Et donc, vous avez à la fois un trou mémoriel, je vais peut-être inventer ce mot ce matin qui me vient comme ça à l'esprit, nous avons un trou mémoriel sur les relations entre la France et ses anciennes colonies, et nous n'avons pas, à ce jour, en France, fait la démarche que les Anglais, qui sont toujours plus malins que les autres, ont fait en se retirant de leur colonie, mais en gardant une espèce de Commonwealth, et donc qui sont vus dans certains pays comme l'Australie, par exemple, ou le Canada, plutôt comme des partenaires positifs qui ont su changer de pied.
La France n'a pas encore fait ça. Et Luc Michel, qui est à Bruxelles, va peut-être me confirmer. J'ai cru lire ces derniers jours que beaucoup maintenant en Belgique commencent à dire qu'on ne peut pas refaire l'histoire, qu'on ne peut pas nettoyer ce qui a été fait par la colonisation en Afrique, mais qu'il y aurait deux projets de loi pour changer la donne, vous expliquer. Alors, j'ai lu très partiellement, Luc parlera très vite de moi, et après on posera une question, si on a 2 minutes à la fin, une question spécifique à Luc Michel, qui connaît très bien donc l'histoire de la Belgique et des rapports avec l'Afrique, sur cette fameuse vidéo et ce fameux texte attribué au roi belge qui expliquerait, donc je demanderai à Ali qu'est-ce qu'il nous explique ça à la fin, qui demanderait donc aux prêtres et à l'Église de la manière dont il faut contrôler les consciences des Africains quand ils viennent les coloniser. Une vidéo qui aujourd'hui fait beaucoup de buzz dans les deux sens. Le texte est publié et donc il faudrait qu'on explique aussi à nos auditeurs, par ceux qui connaissent le métier, le dossier, c'est-à-dire notre ami Luc Michel, si ce dossier est un dossier factice, créé après coup, ou si ce discours a bien existé d'une manière ou d'une autre, de manière à couper court aussi aux infox qui viennent des fois nous donner des éléments de résistance africaine contre l'ancien colon et qui seraient fabriqués et qui n'auraient pas une réalité. Mamie, pour cette autre analyse.